Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et cet après-midi sur Europe 1, nous nous baladons sous les ponts de Paris. Maintenant, Franck, nous nous retrouvons sous les ponts de l'île de la Cité. Oui, voilà. Alors en fait, on était sur le bras nord de la Seine, au nord de l'île de Saint-Louis et de l'île de la Cité. On va se retrouver, si vous voulez, sur le bras sud qui est plus étroit, au sud de l'île de la Cité. Là, l'espace est plus réduit, les courants peuvent être assez traîtres. On passe par le petit pont de l'Archevêché, ensuite le pont au double qui tire son nom du prix du péage qui était nécessaire autrefois son franchissement, puisque c'était 2 deniers. Ça paraît cher et dès l'époque qui suit la construction sous Louis XIII, certains rechignent à payer. Des habitants ou des personnes travaillant sur l'île de la Cité réclament des passe-droits et ça va faire tout ça des tensions, des conflits qui longtemps vont animer le quotidien de ce pont fréquenté par une foule importante dont pas mal de resquilleurs, vous l'aurez compris. L'argent récolté est pourtant récolté pour une noble raison puisqu'il est censé revenir aux personnes soutenues par l'Hôtel-Dieu voisin. Alors l'Hôtel-Dieu qui n'avait pas du tout la forme qu'il a prise depuis. C'est d'ailleurs cette institution de l'Hôtel-Dieu qui est à l'origine de la création même du pont. Alors celui-ci est pour partie ce qu'on pourrait appeler un pont-hôpital, puisqu'il accueille dans les bâtiments qu'il supporte, vous savez qu'à l'époque les ponts étaient habités, il faut bien avoir ça toujours à l'esprit, il accueille des salles réservées aux malades, et ce jusqu'au 19e siècle. Il faudra attendre la reconstruction complète du pont au 19e pour qu'on supprime ces bâtiments. À quelques mètres de là, le petit pont qui vient juste après, sur ce bras de Seine. Le petit pont a une histoire particulièrement mouvementée. Pour le comprendre, un chiffre suffit. Il a été bâti d'abord en 1186 à un emplacement qui déjà accueillait un pont depuis l'Antiquité. Il a cédé une bonne dizaine de fois, victime toujours des assauts de la Seine, une bonne dizaine de fois entre le XIIe et le XVIIIe siècle. Et à chaque reprise, du fait de son importance pour l'accès au cœur même de Paris, à l'île de la Cité, on a patiemment reconstruit le pont. Et c'est le 27 avril 1718 qu'il a connu sans doute son jour le plus noir. Nous sommes en début de soirée, sur une berge de la Seine. D'après la chronique, une femme éplorée par la noyade de son enfant s'approche de l'eau. Il faut imaginer le visage de cette pauvre femme, les yeux écarquillés, le visage couvert de larmes. Elle dépose sur les flots une coupelle surmontée d'un cierge qu'elle regarde tristement voguer jusqu'à l'endroit où la mort a happé son enfant. Malheureusement, ce petit rituel a des conséquences terribles, puisque le cierge va naviguer, vous imaginez, comme ça, il se dirige petit à petit vers un bateau chargé de foin, il enflamme la masse de foin, le bateau prend feu, ça fait un brasier impressionnant et évidemment ça va se répandre. Ce feu se communique à une autre embarcation qui elle aussi était pleine de foin et arrivé au petit pont, nous dit Marie-Hélène Bourquin, l'un des bateaux buta sur les poutres et les pièces de bois qui servaient à étayer les arches branlantes de ce petit pont. Et là, c'est la catastrophe. Le fragile édifice se transforme en quelques minutes en une immense torche. Il va falloir de très très courageux efforts pour circonscrire l'incendie, pour l'éteindre. Les pertes sont immenses. Sur le pont, on dénombre 22 bâtiments complètement réduits en cendres, d'autres ont été détruits volontairement pour limiter la propagation du feu, et quand on reconstruira le petit pont, bien entendu, on va le faire sans aucune habitation dessus. Cette fois, c'est terminé. On a compris le danger que ça représentait de tous les points de vue. Alors, il ne faudrait pas croire pour autant, parce que ce que je vous raconte là jusqu'ici est assez dramatique, il ne faudrait pas croire que tous les ponts de Paris sont associés à des histoires aussi tragiques. Les ponts sont quand même des lieux de passage très, très fréquentés, sont de véritables portes vers le cœur de la capitale, sont aussi des lieux propices au commerce, aux échanges, aux fêtes aussi. C'est là que se déroule tout un tas de célébrations. Par exemple, si nous poursuivons notre descente de la Seine, nous voici à proximité du pont Notre-Dame, sur lequel, entre le XVIe et le XVIIIe siècle, se déroulent des entrées royales triomphantes. Ce sont des cérémonies publiques absolument magnifiques, spectaculaires. Par exemple, le 16 mars 1531, on célèbre l'entrée à Paris de la nouvelle reine. Vous savez que François Ier a perdu 7 ans plus tôt sa première épouse, Claude de France, et
par les effets du traité de Madrid, il a épousé la sœur de Charles Quint, Éléonore de Habsbourg. Eh bien la voici, en ce mois de mars 1531, la reine Éléonore qui rentre dans Paris. Il faut imaginer le pont décoré, festonné, des écussons, de grandes médailles dorées, des verdures, des fleurs, des guirlandes ont été disposées partout. Ça devait être une fête extraordinaire. La pauvre Éléonore, elle ne se doutait sûrement pas que c'était peut-être la dernière vraie fête de sa vie et que ses années conjugales avec François Ier allaient être un cauchemar. Mais enfin, ça, c'est une autre histoire. Alors, on continue notre avancée sur le fleuve. Nous sommes maintenant au bout de la cité, vous voyez, sur cette espèce de proue extraordinaire de l'île de la Cité. Et voici bien sûr le plus célèbre des ponts de Paris, le Pont Neuf. À première vue, ça paraît assez étrange d'appeler ça le Pont Neuf, puisque en fait c'est le plus vieux de la capitale. Mais on l'appelle le Pont Neuf depuis son origine, tout simplement. En fait, l'édifice, encouragé par Henri III pour soulager les trop rares ponts parisiens, marque par sa solidité, par sa configuration novatrice, une évolution extraordinaire dans l'urbanisme de la capitale. Et notamment, ce pont a l'avantage de lier directement les deux rives de la ville. Plus besoin d'aller passer d'abord sur l'île de la Cité, puis ensuite pour monter sur la rive droite ou réciproquement. Là, cette fois, vous passez carrément d'une rive à l'autre. Le Pont Neuf est le premier pont sans maison, tout comme il sera la première voie parisienne agrémentée de trottoirs, souligne Nicolas Destienne-d'Orve. Toutes ces raisons vont faire du Pont Neuf les Champs-Élysées du jeune XVIIe siècle. Et c'est vrai qu'on fait tout sur le Pont Neuf. On s'y retrouve d'abord, bien entendu, et l'on y joue et l'on y danse. On peut noter pour l'anecdote que lors de la pose de la première pierre, le roi Henri III, qui avait été très affecté par la mort en duel d'un de ses mignons, le roi affichait, comme le relève Jocelyne Van de Putte, une mine si triste que la chronique suggéra de surnommer l'ouvrage le Pont des Pleurs. Ce serait pas mal d'ailleurs de penser, quand on traverse le Pont Neuf, lorsqu'on l'emprunte en tout cas, de rappeler ça le Pont des Pleurs. Voilà, qui aurait peut-être donné une dimension différente à ce monument qui aujourd'hui encore demeure un des plus emblématiques de la capitale. Et cet après-midi, nous sommes sur la Seine et nous découvrons les ponts de Paris. Vous nous emmenez maintenant, Franck Ferrand, sur le pont préféré des amoureux du monde entier. Eh oui, le fameux pont des Arts, bien entendu, qui est une passerelle en vérité. C'est un pont piétonnier simplement destiné à accueillir les promeneurs. Alors effectivement, et depuis quelques années, il y a eu cette affaire des cadenas. Vous savez, chacun se croit obligé de venir coller son petit cadenas d'amour sur le pont qui a quadruplé, je crois, de masse sous l'effet évidemment de ce nouveau rituel. Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, un rituel urbain, une mode. Il a fallu enlever les cadenas, bien entendu, mais alors à la place, on a mis des espèces de panneaux en contreplaqué d'une laideur repoussante. C'est assez effroyable, à vrai dire. Je ne sais pas ce qui se passe au Pont des Arts. On peut espérer qu'un jour, il retrouve son élégance native et son côté romantique. Mais enfin, il y a encore un peu de travail à faire. Alors, on a fait, je ne vais pas vous raconter évidemment toute l'histoire du Pont des Arts, on arrive un peu plus loin au pont de la Concorde qui fait le lien entre la place de la Concorde et le Palais Bourbon, l'actuelle Assemblée nationale. Alors là, ça c'est le pont politique par excellence puisque sa construction a été lancée par Louis XVI en 1788 et qu'une partie importante des pierres utilisées pour édifier ce pont sont les pierres de la Bastille. Vous savez, quand on a démonté la Bastille au lendemain du fameux assaut, eh bien, on a récupéré les pierres pour en faire ce qui est devenu le pont de la Révolution, puis le pont national, puis le pont Louis XVI, avant de devenir, sous Louis-Philippe, sous la monarchie de Juillet, le pont de la Concorde. Il y a d'ailleurs un grand nombre de ponts parisiens qui, comme ça, ont changé souvent de nom au fil des siècles. Mais on n'a pas le temps parce que nous sommes toujours sur notre bateau qui avance très vite, quand même, vous aurez remarqué. C'est un peu comme les petites vedettes du ministère des Finances, là, ça file sur l'eau. Nous sommes au pied du pont Alexandre III, construit en vue de l'exposition universelle de 1900. Il faut imaginer la cérémonie organisée pour la pose de la première pierre de cet édifice. On était le 7 octobre 1896 et on a profité pour inaugurer, quand je dis on, c'est le président de la République de l'époque, Félix Faure, il a profité de la venue à Paris d'un couple dont nous avons parlé avant-hier à Nissa, puisque c'est le tsar Nicolas II et l'impératrice Alexandra Fyodorovna.
qui donc ont inauguré, si je puis dire, ont en tout cas posé la première pierre de ce pont, qui était en quelque sorte le symbole de l'alliance franco-russe. C'est intéressant d'ailleurs de voir à quel point ces ponts, par l'importance qu'on leur a constamment donnée, sont devenus presque toujours des symboles politiques auxquels on a essayé d'attacher de grands épisodes. Il est amusant aussi, note Nicolas Destiendorf, de constater que le plus royal, délirant et rococo de tous nos ponts ait été bâti en l'honneur d'une tête couronnée et sous le plus cocardier des régimes. Quelques centaines de mètres en contrebas, il y a le fameux zouave, parce qu'on est au pont de l'Alma, vous savez, et sous une pile du pont de l'Alma figure le célèbre zouave qui permet de mesurer l'étendue des dégâts, si je puis dire, lorsque la Seine est en crue. Est-ce que le zouave a de l'eau jusqu'au mollet, aux genoux, à la taille, au menton? Non, quand même pas, mais vous savez qu'en 1910, au moment des crues de 1910, c'est monté très haut. On a failli le perdre, le zouave en question. Il n'était pas seul au départ. Il devait y avoir un grenadier, un chasseur à pied et un artilleur sous les autres piles de ce pont de l'Alma. Et puis finalement, les statues, lorsqu'elles ont été livrées, ont été dispersées à travers la France et n'est resté à Paris que le célèbre zouave. Et pendant que je parle, nous continuons de descendre la Seine et nous arrivons devant le pont Mirabeau. C'est là que je voulais venir depuis le début, vous l'aurez compris, ce pont très élégant, ce pont Mirabeau, qui évoque avec quelques petites années d'avance et beaucoup plus de modestie dans le traitement, le pont Alexandre III, justement. C'est l'un des derniers passages sur la Seine avant le périph', côté ouest cette fois. Comment ne pas évoquer, bien sûr, avec cette ultime étape de notre petit voyage parisien, comment ne pas évoquer au moment d'aller retrouver la terre ferme et notre invité qui nous y attend, comment ne pas évoquer les fameux vers d'Apollinaire. Sous le pont Mirabeau coule la Seine et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent. La joie venait toujours après la peine, vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont. Et cet après-midi, c'est Paris qui est à l'honneur sur Europe 1. Franck Ferrand, vous recevez Nicolas Destiendorf, écrivain et journaliste, auteur du Dictionnaire amoureux de Paris, paru chez Plomb. Alors j'espère, Nicolas, que nous allons faire un peu évoluer l'opinion d'un certain nombre de nos auditeurs sur Paris, parce qu'il faut savoir que si nous sommes nombreux à aimer, voire pour certains à adorer Paris, il y en a aussi beaucoup qui, ne connaissant pas forcément la capitale d'ailleurs, ont tendance à la haïr. Ce n'est pas votre cas, heureusement. On sent palpiter à chaque page votre amour de Paris, ça c'est incontestable. Est-ce qu'il y a un pont, puisque nous étions sur les ponts de Paris, un pont que vous préférez à d'autres C'est pour des raisons très personnelles et des souvenirs d'enfance. J'ai grandi sur le pont des Arts, si je puis dire. Effectivement, mon père vivait au bout de la rue Jacob. Et donc, vraiment, j'allais m'y promener. C'est mon premier playground. J'ai eu de la chance parce qu'effectivement, j'ai commencé en marchant sur la Seine. Oui. On peut dire qu'on est là entre le Louvre et le Palais de l'Institut. On a la vue d'un côté sur la proue de la Cité, de l'autre. De l'autre côté, on voit le Louvre, on aperçoit la Tour Eiffel. C'est tout simplement un des plus beaux points de vue du monde. Oui, tout simplement. C'est tout à fait extraordinaire. Et votre quartier préféré dans Paris ? Mon quartier préféré, si j'ai un lieu que j'aime entre tous, c'est le Palais Royal. Une fois de plus pour des raisons personnelles, parce que j'ai eu la chance. Le cœur battant, si je puis dire. Quand je me suis installé à Paris, j'avais une petite chambre de bonne sous les toits donnant sur le Palais Royal. C'était 12 mètres carrés, c'était totalement insalubre, c'était magnifique. Et donc Paris a infusé, quand je me suis vraiment installé en adulte, Paris a infusé pour moi dans le Palais Royal. Donc effectivement, partant de là, je pouvais ne tomber qu'amoureux de la ville. Je dois dire que nous allons essayer de faire bientôt une émission sur le Palais Royal, sur son histoire, tellement riche, tellement incroyable. On a un peu l'impression que tout s'est passé au Palais Royal, quand même. Et quand on le voit aujourd'hui, qui est tellement calme, c'est un endroit très on a calme. l'impression qu'il ne se passe rien, mais c'est une parenthèse dans Paris. Aujourd'hui, c'est le Conseil d'État, le ministère de la Culture, la Comédie Française, quand même. Oui, et la Chambre des huissiers aussi de l'autre côté. Et le Grand Véfour, quand même. Le Grand Véfour, évidemment. Et puis le souvenir de Madame Colette, de Cocteau. C'est ça aussi, Paris. Et comment ? Et je comprends que vous le souligniez. C'est ce qui littéralement pimente votre dictionnaire amoureux. Il y a partout, à chaque coin de rue à Paris, le souvenir d'un grand personnage, d'un grand auteur, etc. On y viendra tout à l'heure, si vous voulez, c'est le Paris culturel. Avant ça, j'aimerais quand même que, et c'est à travers vos entrées Bièvre, Marais, Seine, Île, Jardin des Plantes, jardins, parcs et squares, arbres, forêts, on a l'impression que vous nous parlez de la nature à Paris, comme si Paris était plus vert qu'on ne l'imagine.
En fait, j'ai grandi moi en province et donc à chaque fois j'ai recherché dans Paris ce qui me manquait de ma province natale qui était l'Oise, c'était pas très loin, mais j'ai toujours eu une passion pour ce qu'il pouvait y avoir avant. Imaginez la scène préhistorique qui était aussi large que l'Amazone, avec des éléphants, avec des mammouths qui descendaient des collines de Belleville pour s'abreuver. On imagine mal les mammouths à Paris, hein, mais Mais enfin oui, bon. il y en a à Belleville, je suis sûr encore. Non, c'est-à-dire que toutes ces enclaves, disons, de nature originelle, j'aime bien l'idée de la nature qui reprend ses droits de tout à coup, même ces visions un peu post-apocalyptiques de murs couverts de lierre. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas à Paris les grands espaces verts qu'on voit dans certaines cités anglo-saxonnes, notamment, avec des immenses parcs en plein milieu des villes. Ça n'existe pas, ça, à Paris. Mais en revanche, il y a énormément de points de verdure. Des squares, il y en a partout, et des petits parcs aussi. Hein. Il y en a beaucoup. La plupart ont été créés quand même au 19e, Eh oui. parce qu'avant, sous l'Ancien Régime, il y avait une infinité d'immenses jardins privés. Quand on regarde sur le plan de Turgot, on se rend compte qu'il y en avait absolument partout. Et mais puis les jardins n'étaient pas campagne, accessibles au public, ou en tout cas pas Oui. directement. Hein. C'était des jardins, des hôtels c'est particuliers. des jardins d'hôtels particuliers qui ensuite, en fait, mais au 19e, on a énormément planté. Rambuteau puis Haussmann ont planté énormément. On a créé quand même les deux grands bois de Vincennes, bois de Boulogne, qui existaient déjà, mais qui ont été organisés. Napoléon III avait été quand même influencé par son expérience londonienne, donc a imposé de mettre des parcs dans différents endroits, dans une ambiance londonienne, comme Montsouris ou les Buttes-Chaumont. D'un point de vue historique, ce qui est fascinant dans cette histoire parisienne, c'est la progression par étapes, en quelque sorte. Paris, au début, a la forme d'un cœur, il faut bien le dire. Hein. Le centre administratif, c'est la cité, ce qu'on appelle la cité, c'est-à-dire vraiment l'île. Et puis, tout ce qui est au sud de la cité, ce sont les collèges, c'est le quartier latin, c'est l'ancien Paris romain, en l'occurrence. Voilà, c'est l'ancien Paris romain qui est dédié aux intellectuels, on va dire, aux étudiants, etc. etc. Et puis, la partie plus dédiée aux affaires, à la vie active, etc., c'est la rive droite, au nord. À l'alimentation. Et à l'alimentation avec les halles, bien entendu. Et tout ça a la forme d'un cœur. Et puis petit à petit, avec les enceintes successives, on ne va pas faire toute l'histoire de Paris, mais Paris croît par enceinte, un peu comme les pelures d'un oignon, jusqu'à atteindre la forme qu'on lui connaît aujourd'hui au 19e siècle. Ce qui est étrange, c'est qu'avec le boulevard périphérique, on a l'impression que c'est figé maintenant, que ça ne bougera plus, ça ne s'étendra plus. Le boulevard périphérique est à la place des enceintes de Thiers, effectivement. Oui. Ils ont toujours gardé ce côté. Oui, c'est comme un cœur. C'est comme quand on jette une pierre dans de l'eau. Justement, ça fait des cercles concentriques. Et à mon avis, de ce point de vue-là, Paris est toujours figé. Peut-être qu'un jour, dans le Grand Paris, il y aura le 21e, le 22e, le 23e arrondissement. Mais Paris, c'est ce cœur-là. Alors, essayons de rester encore un moment un peu bucolique. Moi, j'ai parlé des ponts, de la Seine, d'un rythme, somme toute, assez tranquille. Parce que au milieu de la fièvre générale, il est tout à fait possible de flâner dans Paris. C'est même un endroit tout à fait propice à la flânerie, notamment aux heures déclinantes du jour. Nous avons évoqué les squares, etc. Il y a un aspect qu'on a tendance à oublier, c'est que Paris a été la ville aux 1000 églises. C'est consubstantiellement une cité religieuse depuis les Mérovingiens. France fille née de l'église, on l'a répété, il y avait un nombre d'églises. La plupart ont quand même été détruites à la Révolution. Oui, une grosse partie des églises actuelles sont des églises postérieures à la Révolution. Oui, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup d'anciennes églises à Paris. Hein. Absolument. Il y a des églises romanes, il n'y en a presque plus. On a avant tout Saint-Germain-des-Prés, qui est l'église la plus ancienne, mais il y avait des églises partout, des congrégations religieuses partout, des cimetières partout. Oui. Et ces cimetières, ils avaient tendance d'ailleurs à dévorer un peu l'espace de la ville, d'où la nécessité d'assainir tout ça à la fin de l'Ancien Régime. Ce sera ça, on a créé les fameux catacombes en récupérant une partie de l'ossuaire de la tombissoire pour mettre les ossements des cimetières des innocents. Qui dit église dit cimetière, bien sûr, mais dit aussi marché. Il y avait des marchés, il n'y a pas que les fameuses halles dont vous parliez. Il y a toute une vie avec des quartiers qui, autrefois, ne l'oublions pas, étaient des petites villes à part entière, en tout cas des villages, hein, ça il faut le dire aussi. Tous les quartiers périphériques, quand on dit Charonne, quand on dit Passy, quand on dit Bagnolet, enfin tout ça, c'était les villages autour de Paris qui ont été peu à peu englobés dans la ville. Englobés dans la ville, et peut-être qu'un jour, effectivement, Neuilly ou Levallois seront des arrondissements de Paris. Et d'ailleurs, les faubourgs, hein, quand on parle du faubourg Saint-Germain, du faubourg Saint-Honoré, etc., c'était les routes qui sortaient de la ville, qui étaient hors des murs à l'époque, et qui maintenant sont au cœur même, bien sûr, de la cité. Il y a une place très importante pour la verdure, on l'a compris, mais pour l'eau également à Paris. Il ne faut pas oublier les armes de la ville, en quelque sorte. Hein, le fluctuat nec mergitur, ce vaisseau
qui représente la corporation des notonniers fondamentaux à Paris. Et les bateliers de la Seine, comme toutes les grandes capitales, Paris est né de l'eau. Les capitales sont toujours des ports fluviaux ou des ports maritimes. Paris est né de la Seine parce que c'était le commerce se passait là. Et il y a le fameux pilier des Nôtes qui est le plus vieux objet, si je puis dire, parisien, qui est au musée de Cluny. Et donc l'eau était nécessaire parce qu'avec l'eau on se déplace, l'eau on la boit. Il y avait des fontaines, il y avait des sources, les fameuses sources de Belleville. C'était compliqué de boire à Paris parce que l'eau de la Seine, fatalement, elle pouvait être... Et cette fameuse Bièvre à laquelle vous consacrez un bel article. Hein. Ça, la Bièvre, ça me fascine. L'idée qu'il y ait une autre rivière dans Paris m'a toujours fasciné. Qu'elle ait disparu il n'y a pas si longtemps que ça. Quand on lit les textes de Huysmans, ce qu'il raconte, c'était un cloaque. En fait, c'était dégoûtant. C'était un égout à ciel ouvert, mais c'était là que se trouvaient les mégissiers, les tapissiers, les gens des Gobelins. Tous ces gens-là étaient dans le quartier de la Bièvre, qui est l'actuel 13e arrondissement. On l'a souvent raconté à ce micro. Il y a eu bien sûr de grands traumatismes dans la vie de cette cité. Les différents rois ont eu des programmes d'urbanisme très très importants avec la création des grandes places, des actes principaux. Napoléon Ier va donner à tout ça une importance considérable. Et puis alors ne parlons pas de Napoléon III et du baron Haussmann qui tous deux, je dis bien tous deux parce que je crois qu'ils sont tout à fait associables dans cette affaire, vont bouleverser Paris, l'éventrer, lui donner une autre dimension d'ailleurs aussi, il faut le dire, mais surtout une autre physionomie. Ça c'est le Paris qu'on connaît nous aujourd'hui, le Paris qu'on a sous les yeux quand on se promène dans tous les quartiers du centre en tout cas, c'est le Paris de Napoléon III. C'est le fameux débat pour ou contre Haussmann. À mon avis, c'était nécessaire, peut-être pas autant. C'est-à-dire globalement, il a massacré l'île de la Cité, qui était le cœur médiéval, le cœur historique de la ville, qui est devenu une grande cité administrative. Mais je pense que c'était nécessaire. Il a fait respirer une ville qui risquait de suffoquer quand même. Cette ville, elle devient un peu un musée, il faut bien le dire. Il y a toute une partie du centre de Paris maintenant qui est d'abord destinée au tourisme, avec, il faut le dire, une concentration unique au monde de grands monuments, de grands musées. Il y a tout à Paris. Mais il y a aussi de quoi s'amuser. On s'amuse peut-être un peu moins aujourd'hui à Paris qu'il y a 50, 100 ou 150 ans. On va y revenir avec vous dans un instant. On a consacré d'ailleurs une émission il y a quelques jours au Paris nocturne, sans aller forcément au cœur de la nuit. Avec vous, nous allons revenir sur l'histoire des salles de spectacle, sur le cinéma, bref, sur tout ce qui a fait la légende de Paris. Puisque Franck Ferrand, vous recevez Nicolas Destienne-Dorve, écrivain et journaliste, auteur du Dictionnaire amoureux de Paris, paru chez Plomb. Alors, Nicolas Destienne-Dorve, je me rends compte qu'il y a quand même un aspect que nous avons totalement oublié pour l'instant. Il y en a d'autres, hein, mais il y en a un, c'est un peu embêtant. C'est qu'on parle beaucoup de Paris, on tresse des louanges, des couronnes à cette très belle ville. On a un peu oublié les Parisiens. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Parisien? Qu'est-ce que c'est qu'un Parisien aujourd'hui? Ça... Est-ce que Paris, c'est une ville de bobos, une ville de hipsters? Un peu quand même, hein, aujourd'hui. Un peu quand même, et moi-même, je me rase plus beaucoup depuis quelques années. Oui, d'ailleurs, j'avais remarqué. Voilà, on est contaminé par les modes. Il y a aussi beaucoup de très beaux endroits dans Paris. Maintenant, appartiennent à des gens qui n'y vivent pas forcément. Tous les plus beaux hôtels particuliers appartiennent à des Saoudiens qui viennent 15 jours tous les 3 ans. Donc voilà, le Parisien, le Parigot d'origine, le Titi n'existe plus. De moins en moins, hein. Il faut aller le chercher vraiment maintenant. Même l'argot parisien est une langue qui a totalement disparu. Quand on dit les Parisiens, on pourrait plutôt parler des gens qui vivent à Paris ou qui y passent seulement. D'ailleurs, je crois que les 2/3, pour pas dire même les 3/4 de la population diurne est composée de gens qui passent seulement à Paris. Ça fait quand même beaucoup d'embouteillages, ça fait beaucoup de complications, tout ça, il faut le dire. Il y a beaucoup de monde dans cette ville. C'est la première destination touristique au monde, quand même, Paris. Voilà. Donc, il y a beaucoup de gens qui viennent, il y a des transports qui ne fonctionnent pas toujours, il y a souvent des travaux. La mairie de Paris ne facilite pas forcément les choses en fermant les voies sur berge. Il y a des embouteillages constamment, il y a des gens qui râlent, il y a des voies pour bus qui vont en contresens. C'est une ville de piétons, en fait. C'est ça, et tous ces gens, il faut d'abord les éclairer. Il faut gérer les ordures aussi. Vous consacrez, vous n'hésitez pas à parler de tous ces aspects, bien entendu. C'est essentiel parce qu'effectivement, en fait, une ville, si je puis dire, naît de ses ordures. Parce que pendant des années, il n'y avait pas de pavés, pas par terre. Les gens jetaient leurs ordures par la fenêtre. Et puis, effectivement, petit à petit, ça formait, disons, le terreau des rues parisiennes. Et on allait jeter ces ordures en dehors des limites de la ville et en dehors des fameuses barrières. Et c'est là que se sont mis en place petit à petit les futurs chiffonnier des puces. Ce qui est assez étonnant avec ces Parisiens, pour clore le chapitre, c'est l'importance qu'ils ont acquise dans l'histoire nationale. On se rend compte qu'un grand nombre des événements qui ont secoué l'histoire de France sont nés en vérité à Paris. Et même, on pourrait ajouter,
uniquement à Paris pour certains d'entre eux. Ça, c'est le vieux syndrome français. On est quand même très centraliste. Ah, c'est vrai. C'est un petit pays avec une grande ville. Voilà, donc. Et puis il y a eu la commune, effectivement. L'histoire de France et l'histoire de Paris se confondent depuis quand même très 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 longtemps. Avec une grande méfiance de la part des souverains et des gouvernants respectifs pour cette population au sang chaud, quand même, il faut le dire. Qui quitte à aller s'installer à Versailles pour les regarder de loin. Oui, d'un petit peu plus loin, voilà. Depuis le balcon d'une Voilà, certaine manière. Alors, je parlais de spectacles. On organise à Paris des spectacles depuis, j'allais dire depuis très longtemps, c'est mieux que ça, depuis toujours, en tout cas depuis les débuts de la Lutèce romaine. Ça, c'est étonnant. On a les arènes, les fameuses arènes de Lutèce. La rue du Colisée aujourd'hui ? Alors, la fameuse rue du Colisée qui était en fait une réplique plus ou moins quasiment en carton-pâte du Colisée romain et qui occupait une grosse partie de l'actuel 8e arrondissement. On n'imagine absolument pas. Et en fait, même la rue Jean Mermoz était à la place juste d'un des bassins. C'était quelque chose d'énorme, mais qui était tellement énorme, c'est mort en quelques années. La rue du Cirque, parce qu'il y avait là le cirque d'été, qui était le pendant du cirque d'hiver, qui était aussi construit par Etorf. Il y avait des salles de spectacle partout. Moi, je garde une nostalgie, je suis né trop tard, mais du fameux Gaumont Palace de la place de Clichy, qui maintenant est occupé par l'abominable Flunch Castorama, qui fait une proue comme ça en arrivant. Et c'était une salle de 6000 places. Ce n'est pas de la publicité, c'est de la contre-publicité. Ah oui, pardon. Voilà. C'est de l'observation. Voilà, c'est l'observation de piétons. Voilà. Mais il y avait des salles partout. Mais ces grandes salles de cinéma, il en reste une très célèbre, c'est le Grand Rex, hein, évidemment. Il y en a d'autres d'ailleurs encore. Heureusement que le Grand Rex est encore là, parce que c'est une des seules salles qui soit à l'image de ce qu'étaient les grandes salles de cinéma d'avant-guerre, qui étaient des salles de spectacle complet, parce qu'il y avait des shows, il y avait des girls qui montraient les gens, il y avait des orchestres. Vous avez parlé des cirques d'été d'hiver, vous avez parlé des lieux de représentation de pantomime qui jouaient au 19e siècle, même au 18e déjà, un rôle essentiel. Il y avait les patinoires, il y avait tout ça. Et puis bien sûr, les panoramas, et les dioramas, etc. Tout ça est extraordinaire. Il faudrait dire un mot de tous les passages couverts de Paris aussi, qui sont les premières galeries commerciales d'une certaine manière. Mais ce qui va peut-être caractériser encore plus que tout cela l'esprit parisien, ce sont les cafés d'un côté et les théâtres de l'autre. Là, c'est encore une vaste histoire. Effectivement, on peut partir le premier café historique de Paris, c'était le Procope, qui était devenu plus ou moins le Fouquet's de l'époque, parce que c'était en face de la Comédie Française. Donc les comédiens sortaient, ils allaient s'attabler au Procope, et le Procope est encore là de nos jours. Bon, c'est plus un café, c'est une brasserie qui attire beaucoup les touristes. Mais et puis des théâtres, il y en avait absolument partout. Il y avait les théâtres, il y avait les cafés-concerts, il y avait des salles de spectacle. Il y en a encore une cinquantaine en activité actuellement. Mais il y en a eu plus que ça, il faut dire, à la fin du 19e siècle, c'était phénoménal. Hein. Des théâtres, une grosse partie des futures salles de cinéma étaient d'anciens théâtres. Et il y a toujours eu un va-et-vient entre le cinéma et le théâtre. Et puis alors, des salles de cinéma, il y en avait absolument partout. Alors maintenant, c'est des salles de fitness, voilà, ça a moins de charme. Mais tout simplement, c'est une époque où les gens sortaient le soir. Maintenant, le soir, les gens restent chez eux, ils regardent la télévision, ils écoutent la radio. Mais là, pour voir le monde, il fallait sortir, il fallait aller dans la rue. Il y avait les petits métiers. Paris, c'était une ville qui vivait jour et nuit, exactement comme encore aujourd'hui Istanbul ou Tokyo. On peut imaginer que l'activité nocturne était beaucoup plus importante il y a 150 ans qu'aujourd'hui à Paris. À mon avis, c'est incomparable. Tout ça vibrionnait, ça courait dans tous les sens. Il y avait des spectacles qui s'enquillaient les uns après les autres, et les gens vivaient dehors. Oui, les gens, en quelque sorte, allaient voir la ville, alors qu'aujourd'hui, ils s'en abritent plutôt. Aujourd'hui, ils s'en protègent. Les gens sont méfiants. Les gens vivent dans des petits cocons, dans des petits caissons aujourd'hui. Alors, vous parliez de cinéma. Paris a servi de décor à un nombre incalculable de films. Vous avez une grande entrée là-dessus, bien entendu. Quand il y a entrée, c'est un article, si l'on veut. Hein. Paris au cinéma, oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir surtout... ça permet de voir Paris à certaines époques. Les films de la Nouvelle Vague, les films de Truffaut permettent de voir un Paris qui a un peu disparu. On voit le Paris d'avant Malraux, le Paris noir, le Paris du charbon. Ou sinon, ce qui est passionnant, c'est de revoir le Ballon Rouge d'Albert Lamoris, où on voit ce qu'étaient les rues de Belleville qui ont été détruites, la fameuse rue Villain où vivait Pérec, à ce qui est maintenant l'emplacement du parc de Belleville. Paris a toujours été la fiancée du cinématographe, écrivez-vous. Leurs noces sont pourtant malmenées. Paris au cinéma n'est jamais vraiment Paris, mais toujours l'image qu'on s'en fait. Pour ressusciter des monuments disparus ou bien lui conférer un esprit conforme aux clichés, Paris devient une starlette étrange et parfois dénaturée. Plus inattendue, Paris sort grandi de ses travestissements, comme si la ville elle-même survivait à ses avatars. On nous fait pourtant confondre lard et cochon, écrivez-vous.
Le cinéma américain jouait un rôle important. Quand on va Irma la Douce, par exemple, autour des halles des anciennes halles de l'ancien Paris, c'est un Paris... C'est un Paris totalement recréé en studio, en l'occurrence. Je crois que c'était Alexandre Troner. Et j'ai revu l'autre jour Voici le temps des assassins, vraiment tourné dans les halles du Vivier, où quand on voit même sous le ciel de Paris du Vivier, on voit qu'au début des années 50, un petit garçon pouvait prendre une barque et aller se promener sur la Seine, et des gens se baignaient, sautaient. La Seine était une piscine à l'époque. Et ce qui est peut-être le plus étrange, c'est que ce qui a fini par incarner le plus Paris, c'est ce qui lui est le plus étranger. Je pense tout simplement à Montmartre, au Poulbeau, au Gavroche, si je puis dire. Ça n'est peut-être pas le vrai Paris, c'est un Paris qui s'est greffé à la ville petit à petit et tardivement. C'est un Paris de carte postale, c'est un Paris cliché, mais et puis le symbole absolu de Paris, c'est la Tour Eiffel, qui dans l'absolu n'a rien à voir avec notre ville. Ça nous a été imposé à un moment, on s'y est fait, et maintenant c'est incontournable. Je disais tout à l'heure que lorsqu'on se promène dans Paris, pour peu qu'on connaisse l'histoire de cette ville, ça devient d'ailleurs, au bout d'un moment, ça devient assez effroyable. Vous savez, j'avais fait pour la télévision un pilote, une émission qui n'a jamais été diffusée, d'ailleurs qui n'a jamais eu lieu réellement. Et c'est dommage, c'était assez amusant. Je me promenais dans Paris et je rencontrais des promeneurs, des touristes ou des gens. Et je leur disais, vous savez, ce qui s'est passé à cet endroit même. Alors les gens s'arrêtaient généralement, vous savez que ça marchait. 9 fois sur 10, les gens m'écoutaient. Je leur racontais en 1 minute ce qui avait eu lieu à cet endroit-là. Ils me disaient, ah bon, c'est incroyable. Ils poursuivaient leur chemin. Et on peut faire ça à 3 ou 4 endroits de chaque rue de Paris, quasiment. C'est la densité de mémoire dans cette ville est une chose inouïe. Il n'y a pas que les petites plaques indiquant l'endroit où sont tombées les personnes au moment de la libération de Paris. Mais il y a aussi les plaques qui indiquent les noms des écrivains, etc. Il y a maintenant les pelles Stark, là, qui vous donnent l'histoire du quartier, etc. C'est très bien fait, d'ailleurs. C'est très bien fait, oui. Franchement, c'est bien fait. Et on peut dire que cette ville de Paris, elle est saturée de souvenirs. 2000 ans d'histoire. Il y a quand même pas beaucoup de... Il y a peu de villes, à part Rome, qui peuvent se comparer à ça, qui existent depuis si longtemps. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, il s'est passé quelque chose. Sauf si on va peut-être à Ballard ou dans certaines zones qui sont plus récentes. Mais à partir du moment où on traverse le Marais, on traverse Saint-Germain-des-Prés, on traverse le Palais Royal, on a 2000 ans d'histoire qui respirent sous nos semelles. Et ça, c'est quand même merveilleux. J'étais très heureux de voir que vous avez consacré un article entier à ce qu'on appelle l'esprit de Paris. Qu'est-ce que c'est que l'esprit de Paris, Nicolas Destienne-d'Orve ? Alors ça, c'est quelque chose de très 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 subjectif. On me pose généralement la question, c'est quelque chose qui évolue, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que l'esprit parisien ? C'est un mélange de légèreté et de sérieux. C'est l'esprit français, qu'on le veuille ou non. C'est un esprit qui lorgnerait un peu du côté de Guitry, du côté de Marcel Aimé. Pour moi, voilà, disons, c'est quelqu'un qui dirait, comme Guitry, c'est pas parce qu'on vit une époque dramatique qu'il faut la vivre comme un drame. Et moi, c'est mon mantra. Voilà. Eh bien, ça pourrait rester en quelque sorte l'exergue de cette émission et de ce bel ouvrage qui paraît évidemment chez Plomb, j'allais dire sous la houlette de Jean-Claude Simoën, avec qui vous avez travaillé, bien entendu, le dictionnaire amoureux de Paris de Nicolas Destienne-d'Orve, qui est, comme vous l'aurez compris à travers cette émission, qui, loin d'épuiser la matière, n'en a pris en quelque sorte que la fleur, est un ouvrage foisonnant.